Bonsoir à tous, nous sommes le mardi, le rendez-vous de la santé et vous êtes bel et bien dans l'émission Santé d'abord. Merci pour votre fidélité. Nous évoquons ce soir un problème préoccupant, malheureusement qui est toujours d'actualité. Il s'agit de la stérilité, qu'elle soit féminine ou masculine, ou de l'infertilité au sein du couple. Quelles sont les raisons ou bien les causes? Vous savez, un couple sur 7 souffrirait de stérilité et malgré les tentatives de réaliser le projet parental, cela se solde souvent par des échecs répétés chez certains couples. Pourquoi? Après 2 ans de rapports sexuels complets et fréquents sans contraception, lorsque l'enfant ne vient toujours pas, est-ce que ce couple est stérile ou infertile? La réponse sera tout à l'heure avec notre invité. Bienvenue dans Santé d'abord et c'est toujours pour nous un plaisir de vous servir toujours dans cette émission de la bonne information. Tout de suite, le jingle. Notre invité de ce mardi 1er septembre, c'est Dr Amadotor Senam Herman. Il est gynécologue obstétricien et président actuel de la Société des gynécologues obstétriciens du Togo, SCOT. Il est là ce soir pour nous parler de la stérilité, les causes et les traitements. Docteur Amadotor, bonsoir. Bonsoir, Carole. Ça fait toujours plaisir de vous voir. Plaisir partagé. Mais ça fait longtemps, vous confirmez quand même. Hein? Oui, il faut donner envie aux téléspectateurs de nous revoir. Exactement. Alors, merci de répondre ce soir à notre invitation. Je le disais tout à l'heure dans mon introduction, nous allons évoquer ce soir un problème préoccupant parce qu'il est toujours d'actualité, surtout au sein des couples, c'est la stérilité. Alors, dites-nous, docteur Amadotor, si nous prenons un couple qui, après 2 ans de rapports sexuels complet, fréquent, sans aucune contraception, et lorsque l'enfant ne vient toujours pas après 2 ans, est-ce que ce couple est un couple stérile ou bien infertile? Alors, tout à l'heure, tu as évoqué l'ampleur du problème. Eh bien, compte tenu de cette ampleur du problème, il ne faut plus attendre aujourd'hui 2 ans. Lorsque, au bout d'1 année de vie commune, un couple qui a régulièrement des rapports sexuels et sans contraception n'arrive pas à obtenir une grossesse ou un enfant, il s'agit d'un couple infertile. Donc, il ne faut plus attendre aujourd'hui 2 ans pour parler d'infertilité. Alors, quand est-ce qu'on va parler de la stérilité alors? Alors, il faut reconnaître que il y a une différence entre stérilité et infertilité, mais aujourd'hui, il faut préférer le terme infertilité à celui de la stérilité. Parce que le terme stérilité revêt un caractère un peu péjoratif et revêt également un caractère d'impossibilité à trouver une solution. Caractère irréversible. Caractère irréversible. Ouais. Alors que aujourd'hui, eh bien, la science évolue et les progrès sont tels que des couples qui étaient considérés stériles hier peuvent obtenir une grossesse et un enfant aujourd'hui. Des couples qui deviennent féconds. Absolument. Et je n'en veux pour preuve que la greffe d'utérine, qui est la greffe d'utérus, qui est possible au jour d'aujourd'hui. Voilà. Donc les frontières sont de plus en plus repoussées. C'est ça. Ce qui fait qu'il faut préférer donc le terme infertilité à celui de la stérilité. Très bien. Alors, parmi les motifs de consultation au niveau de vos différents services gynécologiques, alors, quel est le pourcentage des consultations liées à une difficulté à concevoir? Alors, il faut dire que lorsqu'on se situe dans une consultation gynécologique, le motif de l'infertilité du couple est un motif qui est extrêmement fréquent. Et on peut dire qu'au jour d'aujourd'hui, 50 à 75% des consultations gynécologiques sont dues à l'infertilité dans le couple. Ok. Ça veut dire que le problème, il est sérieux, il est toujours d'actualité et ça prend de plus en plus de l'ampleur. Absolument. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur pour plusieurs raisons. Surtout que nous sommes en Afrique. Bien sûr, plusieurs raisons, et c'est des raisons aussi qui tiennent, on va dire, qui tiennent à toutes les sociétés.
Alors, ces raisons, c'est d'abord l'âge auquel les femmes et les hommes décident aujourd'hui d'avoir un enfant. Cet âge est de plus en plus avancé, ce qui pose effectivement un problème. Et secondo, il y a d'une manière générale une baisse de la fécondité. C'est tout à fait naturel, il y a une baisse de la fécondité. Nous ne sommes plus féconds aujourd'hui ou nous ne sommes plus fertiles aujourd'hui qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. Et troisièmement, eh bien, il y a les facteurs environnementaux aussi qui perturbent énormément la fertilité aujourd'hui. Parmi ces facteurs environnementaux, on peut citer le stress. Tout le monde parle du stress aujourd'hui. Ouais. Et le stress ne fait pas bon ménage avec la fertilité. Comme facteurs environnementaux, il y a les perturbateurs endocriniens. Il y a tout ce qui est polluant aujourd'hui dans la nature qui perturbe le fonctionnement normal de notre organisme et qui font qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile d'obtenir une grossesse et une naissance vivante dans un couple. Très bien. Lorsque nous avons un problème de santé ou bien des problèmes liés par exemple à l'infertilité ou bien à la vie de reproduction, la première des choses à faire, c'est d'aller consulter. C'est d'aller consulter. Les médecins spécialistes sont là pour nous, ou bien pour régler ces problèmes. Et vous l'avez entendu, docteur Amadou Tol l'a dit. Aujourd'hui, point n'est plus besoin de rester jusqu'à 2 ans après avant de chercher à savoir ce qui ne va pas lorsque l'enfant n'arrive pas. Alors, c'est ce qu'a compris cette dame. Elle a 36 ans. C'est une femme au foyer avec son mari. Son premier enfant a aujourd'hui 13 ans. Ce n'est pas une dame stérile, le docteur l'a dit. Aujourd'hui, il faut plutôt parler de l'infertilité que de la stérilité. Et donc, elle a déjà eu un premier enfant qui a aujourd'hui 13 ans. Mais depuis là, une seconde grossesse tarde toujours à venir. C'est ainsi qu'elle a décidé d'aller consulter un médecin gynécologue pour connaître son problème. Je vous propose tout de suite la consultation chez le médecin et son témoignage à la fin de la consultation. Regardez et appréciez vous-même. Madame, bonjour. On peut faire. Je suis venue en consultation pour la fertilité. Je suis en couple depuis, mais j'ai un enfant de 13 ans. Et depuis, j'ai fait 3 fausses couches. Et finalement, j'ai décidé de venir faire une consultation pour voir ce qui se passe. D'accord. C'est la première fois que tu viens dans une formation sanitaire pour une consultation dans le cadre des désirs de conception? Non, je suis allée vers d'autres formations sanitaires, mais je n'ai pas eu gain de cause. C'est pourquoi je suis venue pour voir ce que ça peut donner. Est-ce que vous avez utilisé une contraception depuis que vous avez eu votre enfant? Vous n'avez jamais utilisé donc de contraception? Est-ce que vous avez une maladie particulière? Non. Non, vous n'avez pas donc de maladie. Il va falloir que tu te fasses un examen clinique complet. Et à l'issue donc de cet examen, je serai peut-être amené à demander quelques examens complémentaires pour retrouver la cause. Donc c'est pourquoi il est vraiment important qu'on explore et accélérer les choses pour qu'on ait la chance de t'aider à avoir, n'est-ce pas, cette grossesse avec un bébé ou avec un enfant. J'ai un enfant de 13 ans et avec mon mari. Et après, ce n'est que des fausses couches. Donc j'ai décidé finalement de venir pour voir ce qui se passe. J'ai fait d'autres traitements pour pouvoir s'en sortir. Par exemple, boire les potions sans succès. Lorsque je suis venue, il m'a examiné et il a vu que j'ai un gros utérus. Donc le docteur dit que ce serait probablement des fibromes. Donc il m'a demandé des examens à faire pour la suite. Mon mari me soutient beaucoup, mais c'est la famille de mon mari. Vous-même, vous connaissez la situation quand vous ne donnez pas d'enfants. Souvent, je suis stressée, mais je garde le moral. Je sais que par la grâce de Dieu, après ce traitement, je deviendrai future maman. Je demande aux familles de soutenir souvent les femmes.
puisque souvent, ce n'est pas la femme seule qui est le problème. Parfois, ça vient des hommes, mais souvent, on fait retomber ça sur les femmes. Je demande à ce que les femmes aillent en consultation avec leur mari pour pouvoir connaître la situation. Voilà, docteur Amadoto, vous l'avez écouté, elle a dit qu'elle prenait des potions. Je crois qu'elle veut faire allusion certainement à la médecine traditionnelle. Elle prenait des infusions et tout, ça dit qu'elle est passée par le traitement traditionnel. Et son problème en arrivant chez le gynécologue, c'est qu'elle a un gros utérus. Vous l'avez écouté. Alors, quelle est votre réaction? Est-ce que c'est une femme qui a vraiment la chance de retomber enceinte? Bien sûr, les solutions existent toujours. Et avant de trouver une solution, il faut identifier le problème. Et c'est ce que mon confrère va faire certainement. Il a dit, il va examiner cette femme et faire des explorations pour circonscrire, identifier le problème et trouver les solutions. Donc, si la solution, c'est un utérus qui porte des fibromes, eh bien, il proposera le traitement adéquat pour donner toute sa chance à cette femme. Très bien. Alors, dites-nous, docteur Amadoto, lorsque nous parlons de l'infertilité, quelles sont les causes? Et cette infertilité, elle se situerait à quel niveau? Alors, il faut d'emblée dire que pour qu'il y ait une grossesse, il faut un homme et il faut une femme. Et donc, lorsqu'on cherche les causes de l'infertilité, eh bien, ces causes, elles sont à la fois féminines et masculines et parfois liées aux deux. Donc, c'est une combinaison de causes masculines et féminines. Si nous pouvons avoir les images de l'appareil génital de la femme et de l'homme, ce serait bien parce qu'il s'agit des deux sexes ce soir dans cette émission. Merci beaucoup à la régie. Et donc, si on veut donner une proportion ou un ratio, eh bien, je vous dirais que dans un tiers des cas, eh bien, la stérilité dans le couple va être d'origine masculine. Dans un tiers, ce sera d'origine féminine. Et dans un tiers, ce sera une part des deux. Ce qui veut dire que autant l'homme que la femme sont incriminés dans l'infertilité. Et lorsqu'il se pose un problème d'infertilité dans le couple, eh bien, c'est un problème qui est lié aux deux. Et les solutions doivent être cherchées ensemble. Cela paraît peut-être rébarbatif de le dire comme ça, mais en situation clinique tous les jours, ce n'est pas facile d'amener les hommes à la consultation. Mais pourquoi ce n'est pas facile, docteur? Ben, c'est comme ça, parce que... Pourquoi cette réticence au niveau des hommes? Parce que d'abord, il y a une part, dans toutes les sociétés, hein, ce n'est pas spécifique à nos sociétés africaines, dans toutes les sociétés, c'est la femme qui porte la fertilité. C'est la femme qui symbolise la fertilité. Et donc, dans l'imaginaire collectif, lorsque des problèmes d'infertilité surviennent, eh bien, on pense que c'est la femme qui doit trouver la solution. Mais il faut reconnaître que le problème se pose dans le couple et il faut que les solutions soient cherchées ensemble. Et c'est important d'insister là-dessus. Alors, pour ce qui concerne les causes, eh bien, les causes, elles sont nombreuses. Et c'est pour cela que le couple infertile va aller à une consultation pour que le médecin puisse identifier la cause. Lorsque nous prenons l'infertilité d'origine féminine, il faut savoir que toutes les composantes de l'appareil reproducteur de la femme peuvent être concernées par l'infertilité. Et les composantes de l'appareil génital féminin, eh bien, c'est l'utérus, c'est les trompes, c'est les ovaires. Il ne faut surtout pas oublier que les ovaires, qui sont les gonades,
vont recevoir toutes leurs commandes d'un organe qui se trouve dans le cerveau. Et donc, la stérilité ou l'infertilité féminine va avoir pour origine des problèmes au niveau central. Des maladies génétiques, par exemple, peuvent perturber les commandes qui doivent arriver aux ovaires pour qu'ils puissent fonctionner normalement. La stérilité peut être d'origine donc... Des maladies génétiques, vous voulez faire allusion à quelle maladie, par exemple? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Lorsque vous prenez, par exemple, un adénome de l'hypophyse, on ne va pas rentrer dans ces détails compliqués. Un adénome de l'hypophyse va perturber énormément les commandes qui vont arriver vers les ovaires. Et donc, empêcher l'ovulation chez la femme, par exemple. Voilà. Donc, en dehors de ça, l'infertilité, elle va avoir pour origine des problèmes ovariens, donc liés à une maladie, par exemple, de l'ovaire. Ensuite, il peut y avoir également une infertilité qui va être d'origine tubaire parce que les trompes sont bouchées, ou d'origine utérine parce que l'utérus lui-même a des problèmes, parce que c'est l'utérus qui va porter la grossesse pendant 9 mois. Oui. Voilà. Donc, lorsqu'on arrive chez la femme, eh bien, le schéma, il est aussi pareil. Eh bien, à l'origine, il y a le cerveau qui va envoyer des commandes vers les gonades de l'homme qui sont les testicules, et c'est les testicules qui vont se mettre à fabriquer les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes vont être véhiculés à travers un tuyau qui s'appelle le canal déférent pour être mis à la disposition lors d'un rapport sexuel à travers l'éjaculat. Et donc, chez l'homme aussi, c'est pareil. Lorsque ça ne va pas bien au niveau des commandes dans le cerveau, il peut y avoir un problème. Lorsqu'au niveau testiculaire, il y a des problèmes, eh bien, il va y avoir une infertilité liée donc aux testicules. Lorsque sur le canal déférent, donc ce tuyau qui va donc amener l'éjaculat à l'extérieur, il y a des problèmes. Ce canal peut être également bouché chez l'homme, et surtout, c'est les antécédents infectieux chez l'homme qui vont boucher ce canal, eh bien, il va y avoir une infertilité. Donc, les problèmes sont nombreux, peuvent être multiples parfois, et chez le même couple, on peut retrouver donc plusieurs anomalies. Il appartient donc au médecin gynécologue, à travers son examen et ses explorations, d'identifier la cause et d'apporter le meilleur traitement à ce couple. Si nous prenons par exemple l'endométriose, est-ce que ça peut être une cause d'infertilité chez la femme? L'endométriose est déjà une maladie très compliquée, très complexe. Et l'endométriose peut affecter plusieurs organes chez la femme. L'endométriose peut affecter les ovaires, par exemple. J'ai parlé tout à l'heure de stérilité d'origine ovarienne. Donc l'endométriose peut attaquer les ovaires et cette maladie va perturber donc l'ovulation. L'endométriose peut être également localisée dans l'utérus et va également apporter des anomalies et empêcher la femme d'avoir une grossesse. Donc c'est une maladie qui est très complexe, très compliquée, et c'est un véritable cancer, l'endométriose. C'est le cancer bénin, on va dire, chez la femme, et qui est très pourvoyeuse d'infertilité. Très bien. Alors, la seconde partie de ma question, c'est de savoir si l'infertilité se situe à plusieurs niveaux, puisque vous parlez de l'infertilité primaire et secondaire, ou bien de la stérilité primaire et secondaire. Oui, alors primaire parce que le problème se pose chez une femme qui n'a jamais obtenu, qui n'a jamais eu de grossesse, et secondaire parce que, eh bien, elle a eu un enfant ou elle a déjà eu une grossesse et elle n'en a plus. Voilà. Ok, nous allons toujours évoluer dans cette émission. Alors, dites-nous, lorsque l'enfant ne vient pas, vous l'avez dit, après 2 ans ou 3 ans de vie commune, la femme a été toujours indexée, vous l'avez dit, c'est parce que c'est elle qui est le symbole de la féminité, c'est elle qui porte la grossesse. Du coup, dans l'imaginaire de la société, on indexe la femme. Est-ce que votre raison, explication, est-ce que vous la trouvez convaincante?
On est toujours deux à fabriquer un enfant. Lorsqu'il y a problème, c'est la femme qui est indexée. Vous partagez quand même... En réalité, je n'explique pas ou je n'excuse rien du tout. Parce que, je l'ai dit, un problème de fertilité dans le couple doit être pris à bras le corps par l'homme et la femme. Et c'est important d'insister là-dessus. C'est vrai que de manière traditionnelle, on pense que, bon, si ça ne vient pas, c'est la femme. Mais non, ce n'est pas toujours la femme. Et je l'ai dit, c'est 50-50 dans le couple. Lorsqu'il y a un problème, c'est 50-50. Très bien. Alors, que pense la rue sur d'abord les causes de l'infertilité ou bien de la stérilité et la personne la plus indexée dans le couple lorsque la grossesse ne vient pas vite? Nous avons promené notre micro et à cette question, certains citoyens ont bien voulu réagir. Nous allons apprécier leurs réponses tout de suite dans le micro-trottoir. Je dirais que spontanément, lorsqu'il y a un problème de stérilité dans un couple, c'est vers la femme que tout le monde se tourne. Hein, parce que, bon, de façon évidente, c'est elle qui porte le bébé. Lorsque on fait un mariage, tout le monde attend que, au pire des cas, au bout d'un an, le ventre de la femme change de forme, n'est-ce pas? Donc, les causes de la stérilité dans un couple, je dirais que c'est vraiment vaste. D'autres causes que beaucoup de gens connaissent, c'est les fibromes, les kystes ovariens. La plupart du temps, c'est la femme qu'on accuse. On accuse souvent la femme et pour des raisons que c'est elle qui porte le bébé. Comme c'est elle la mère, c'est elle qui porte le bébé. D'habitude, c'est elle on accuse. Je pourrais parler des infections. Et il y a aussi le problème d'avortement. Les avortements aussi peuvent entraîner ça, ces problèmes chez la femme. Et aussi problème de compatibilité. Et même il y a aussi des hommes qui ne peuvent pas procréer, tout ça là. Ce sont des causes. Ça peut dépendre aussi de l'homme, peut-être de la femme. Donc au cas où on n'est pas allé pour faire ce test pour voir, là on peut accuser qui que ce soit. Ou soit peut-être l'homme a une autre copine ou bien une autre femme qui peut-être lui a donné un enfant déjà. Soit si la femme, l'autre sait qu'elle est en forme, puisque parfois en tant qu'homme ou en tant que femme, tu sauras que ça provient de toi. Mais tu ne sauras pas comment le dire, parce que tu le dis, tu vas dire peut-être en le disant, bon, on va dire, donc ça ne peut plus passer la relation. Donc tu auras peut-être cette peur de le dire. Les causes de la stérilité. Avant le mariage, il faut faire le test de l'électrophorèse pour voir si le couple va marcher. Il y a un couple qui n'a pas d'enfant, s'il veut donner tort, c'est toujours à la femme. C'est la femme qui ne prend pas grossesse, ou bien c'est la femme, tous les problèmes c'est elle. Des fois, elle-même, sa famille l'accuse. On marie des fois une fille qui est vierge. Mais s'il n'y a pas, l'enfant ne vient pas, c'est toujours elle qui a le problème. Et je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Des fois, c'est l'homme qui a le problème, c'est lui qui est peut-être il est azoospermie. Quand même, quand on va lui demander, vous avez quoi dans votre couple, il dit que c'est la femme. Et c'est la femme qui a toujours des problèmes. Des fois, c'est côté homme. L'homme ne peut pas enceinte, mais il peut bien faire le rapport avec sa femme. Il ne peut pas enceinte. Ce côté, il y a des fois, il y a d'autres qui n'aiment pas aller suivre des traitements. Il va, le docteur lui dit très bien que monsieur est malade, mais il ne veut pas suivre le traitement. Il donne toujours tort à la femme. Côté femme, il y a d'autres aussi qui ont fait leur vie d'une manière et quand il vient, peut-être qu'il ne peut plus concevoir et ça aussi cause des problèmes. S'il y a ce problème-là, c'est Dieu qui donne l'enfant. Si l'enfant ne vient pas là, c'est à Dieu. Le problème, ça revient à Dieu. Les infections aussi peuvent causer au problème de stérilité. Docteur Amadoto, vous les avez écoutés, une réaction? Non, mais je pense que le problème, il est bien connu dans nos sociétés.
et de l'avis de tous ceux qui ont été interviewés, eh bien, tout le monde est unanime pour reconnaître que le problème peut provenir autant de l'homme que de la femme. Et ça, c'est une bonne chose. Et ça veut dire tout simplement que les solutions, il faut les chercher à deux. Voilà. Alors, lorsqu'un couple vient vous voir, vous l'avez dit tout à l'heure, dans les motifs de consultation au niveau gynécologique, les consultations liées à la conception ou bien à la recherche d'une solution par rapport à l'infécondité, le pourcentage il est assez important. Lorsqu'un couple vient vers vous, dans un premier temps, qu'est-ce que vous recherchez? Alors, dans un premier temps, il est important de cerner le profil du couple. Je dis bien le profil du couple. Et cerner le profil du couple, c'est comme faire une photographie de ce couple. Et savoir, à l'instant où la consultation se déroule, quelles sont les voies à explorer pour pouvoir identifier le problème. Et le premier élément, c'est l'interrogatoire. Cet interrogatoire ou les questions que vous posez doivent permettre d'avoir des orientations et donc de disposer de ce cliché dont je parle. Les éléments qui sont importants à rechercher, eh bien, c'est l'âge du monsieur et l'âge de la femme. L'âge du monsieur aussi, puisqu'on a toujours dit qu'à 90 ans, l'homme peut toujours... L'âge du monsieur est important parce que autant la fécondité baisse chez la femme avec l'âge, autant elle baisse également chez l'homme avec l'âge. Il ne faut pas confondre la qualité des relations sexuelles à la qualité du sperme qui doit féconder. Il ne faut pas confondre cela. Si un homme peut être encore à 80 ans capable d'avoir des relations sexuelles, eh bien, qu'est-ce qu'il en est de la qualité de son sperme? Avec l'âge, eh bien, le sperme se dégrade énormément. Et il faut bien donc connaître l'âge de l'homme au cours de la consultation. Eh bien, il faut également connaître l'histoire du couple. Depuis quand est-ce que le couple est ensemble? Est-ce que c'est un couple reconstitué? Est-ce que c'est un couple qui a déjà des enfants? Est-ce que le couple est fait d'un homme qui a déjà des enfants avant d'épouser cette femme? Ou est-ce que la femme avait d'autres enfants avant d'arriver dans ce couple? Donc, il faut avoir également ces éléments. Eh bien, il faut également savoir quel est l'état de santé de l'homme et de la femme. Est-ce qu'il existe des états de maladie générale qui peuvent expliquer donc l'infertilité dans le couple? Il faut également s'interroger sur l'histoire de la vie reproductive de la femme comme de l'homme. C'est important et il faut savoir la profession de monsieur. Il faut savoir également la profession de la femme. Parce que, eh bien, il y a des professions qui vont vous exposer à une infertilité que d'autres. Eh bien, il faut s'interroger également sur évaluer la morphologie à la fois de l'homme et du monsieur pour savoir si, par la morphologie, on peut avoir des pistes à explorer. Voilà. Donc, ce premier contact et ces questions que vous posez au couple vous permettent donc de savoir, eh bien, voilà, la piste que vous allez prendre dans vos explorations. Et dans cette exploration ou bien dans l'orientation vers cette piste-là, vous demandez certainement toute une batterie d'examens à faire. Au terme d'un bilan d'infertilité ou de stérilité, est-ce que le diagnostic de stérilité va être confirmé ou bien infirmé après ce bilan? Alors, pour un couple qui a des problèmes d'infertilité, eh bien, à l'issue de l'exploration, vous tombez toujours ou presque toujours sur la cause, d'identifier la cause.
il y a de rares cas où dans le couple, on ne trouve pas la cause. On va parler d'infertilité d'origine idiopathique. Mais en réalité, parfois, c'est parce que certaines explorations n'ont pas été faites qu'on va parler de causes inconnues. Lorsqu'on cherche, la plupart du temps, on trouve la cause. Alors, réaliser un projet parental, Dr Amadoto, par la médicalisation, est-ce que les chances aujourd'hui, elles sont vraiment, comment dirais-je, maximales? Les solutions sont là. Et c'est le plus important. Les solutions sont là. Et aujourd'hui, justement, l'aide médicale à la procréation permet de régler pas mal de problèmes et d'apporter pas mal de solutions aux couples infertiles. Et il faut savoir que l'aide médicale à la procréation va permettre à environ 60% des couples d'avoir ou de trouver une solution. Mais on peut aller au-delà. Bien sûr, vous l'avez dit, les solutions sont là aujourd'hui. Mais à côté de ces solutions, on a quand même des couples qui sont stériles. Soit c'est la femme qui est stérile ou bien c'est l'homme qui est stérile. Aujourd'hui, on en trouve. Malgré l'évolution de la science, on en trouve. Alors, dites-nous, docteur Amadoto, qu'est-ce qui peut faire qu'une femme, à un moment donné, va devenir stérile définitivement? Une situation irréversible. Ou bien sûr, l'homme devient stérile, complètement stérile. Une stérilité qui est diagnostiquée et confirmée. Les solutions existent toujours, comme je viens de le dire, avec l'aide médicale à la procréation. Que ce soit avec don ou sans don de gamètes. Que ce soit avec don ou pas don d'embryon. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a une panoplie de solutions qui existent. C'est des solutions qui ont des coûts. Peut-être les moyens financiers ne permettent pas toujours aux couples d'accéder aux solutions, mais elles sont là. Elles sont là. D'accord. Nous allons évoluer dans cette émission. Tout à l'heure, vous avez écouté notre sœur de 36 ans qui a été reçue en consultation parce qu'elle voulait une seconde grossesse depuis qu'elle a eu son enfant de 13 ans. Alors, elle a parlé du traitement traditionnel et en ses propres termes, elle a dit qu'elle prenait des potions. Effectivement, la médecine traditionnelle, une médecine vieille comme le monde, elle s'invite aussi dans tout ce qui concerne la santé de l'homme et la recherche de son bien-être. Alors, en médecine traditionnelle, l'infertilité ou bien la stérilité, aussi bien masculine que féminine, peut-elle être traitée? Jusqu'où cette médecine peut-elle reconnaître les limites de sa compétence? Monsieur Lakaza et son séminam est du domaine de la tradithérapie. Il nous donne son point de vue. Faites-vous en même votre jugement. Les problèmes de stérilité, que ce soit féminin ou bien masculin, peuvent trouver leur solution dans la médecine traditionnelle. Ça a toujours existé. Et il faut vous dire que quand on fait une enquête des spécialités qui dominent la médecine traditionnelle, c'est la stérilité primaire et secondaire, aussi bien chez les femmes que chez les hommes, qui préoccupent plus la médecine traditionnelle. Et le deuxième aspect, c'est les problèmes liés à la faiblesse sexuelle chez les hommes. Donc ça veut dire que ce domaine-là est vraiment pris en compte par la médecine traditionnelle. Mais il faut vous dire que ce n'est pas tous les aspects de la stérilité que la médecine traditionnelle peut prendre en compte. L'aspect le plus connu, qui a été de génération en génération, c'est les maladies liées à l'aspect hormonal, où il y a toujours un médicament, où ce sont des plantes, peuvent favoriser une bonne harmonisation dans les hormones qui interviennent dans la fécondité, aussi bien chez l'homme comme chez la femme. Je parle de l'aspect hormonal. J'explique pourquoi j'insiste sur l'aspect hormonal, parce qu'il y a des aspects organiques. Quand j'appelle aspect organique, ça appelle aux organes. On parle de l'utérus, de tout ce qui est organe matérialisé dans le corps, qui a reçu des modifications, par exemple, où on doit réparer,
ça fait appel à la chirurgie. Donc, aucun médicament ne peut modifier une anomalie organique. Je vais vous donner un exemple. Une femme qui a fait par exemple des avortements, qui a subi un curettage, qui a entraîné une stérilité. Ça veut dire que ça a été organique. Il y a une manipulation de l'organe, de l'utérus par exemple. Ou bien les trompes ont été traumatisés. C'est difficile pour la médecine traditionnelle de corriger cet aspect. Dans la gynécologie, apprise par les médecins, gynécologues, en tant que spécialistes, eux autres vont dans le domaine organique, où il y a eu des modifications sur l'organe. Ils peuvent voir si c'est corrigeable ou non corrigeable. Généralement, il y a une question que nous, praticiens de la médecine, nous posons. Madame, quand tu fais les règles, c'est comment? Est-ce que c'est noir? Est-ce que c'est gluant? Est-ce qu'il y a des boules dedans? Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre au niveau des estrogènes et des progéstérones. À cet effet, il ne peut pas avoir de nidation. Or, il y a des médicaments en médecine traditionnelle qui favorisent la fertilisation. Donc, quand on parle de favoriser la fertilisation, ça veut dire que ça agit sur les hormones. Les hormones, notamment les estrogènes et les progéstérones. Donc, on donne le médicament, ça fertilise la femme, ça facilite la nidation. Vous voyez, ça, en médecine traditionnelle, ça existe, ça abonde tellement. C'est dans ce domaine que, sans doute, dans ce domaine, nous réussissons. Mais quand ça fait appel à la chirurgie, là, c'est difficile à la médecine traditionnelle d'intervenir. C'est malheureux, hein, c'est malheureux, il faut que je l'avoue. Et je profite pour demander pardon à la population pour malheureusement beaucoup de guérisseurs qui trompent les gens. Comme je viens de le dire, la médecine traditionnelle ne peut pas intervenir dans tous les domaines de la stérilité chez la femme. Je vous donne des exemples. Quand une femme, ça c'est un phénomène plus africain qu'européen. Quand une femme a pas de 35 ans, 40 ans, qui n'a pas fait d'enfant, elle développe des tumeurs bénignes. Par exemple, les myomes, les condylomes, les kystes, les fibromes. Et généralement, ces tumeurs bénignes-là ne sont pas faciles à traiter en médecine traditionnelle. Malheureusement, beaucoup de guérisseurs trompent les femmes et les rassurent d'un traitement efficace. Et ils gardent les femmes, ils les escroquent beaucoup d'argent jusqu'à ce que le résultat ne donne pas ce qui est escompté. Chez les hommes aussi, il y a des cas d'oligospermie, d'asténospermie, d'azospermie totale, que dans la médecine traditionnelle, on se débrouille beaucoup. Là-bas, on réussit beaucoup plus. Mais il y a des cas spécifiques où, franchement, la médecine traditionnelle, on ne peut pas. Il faut une intervention de la médecine moderne qui, vraiment, d'ailleurs, même ne réussit pas beaucoup. Donc, je souhaiterais que les praticiens de la médecine traditionnelle connaissent leurs limites. Ils sachent qu'ils connaissent leurs limites et que nous puissions prouver là où nous sommes capables de prouver et de délaisser là où nous ne pouvons pas toucher. Pour laisser à la chirurgie d'essayer. Maintenant que les couples qui envisagent d'avoir des enfants puissent faire de bonnes investigations avant de savoir à qui se donner. Finalement, dans nos sociétés africaines, quand on se marie, il n'y a pas d'enfants dans le couple, c'est la femme qu'on accuse. Aujourd'hui, les expériences ont montré que beaucoup d'entre nous, les hommes, nous sommes plus stériles que les femmes. Ce n'est pas parce que vous arrivez à faire de bons rapports sexuels avec votre femme que vous êtes censé pouvoir la féconder. Donc, il faut que les hommes acceptent volontiers faire une évaluation de la spermatogénèse, c'est-à-dire les spermogrammes, spermoculture, pour connaître vraiment leur propre statut avant de vouloir prétendre accuser leur femme. C'est très important ce point-là pour moi. Voilà, nous disons merci à M. Essos Seminam Lakaza. Nous avons souhaité faire parler de la médecine traditionnelle dans cette émission parce que selon l'OMS, 80% de la population s'adonne à cette médecine. Faute de moyens, lorsqu'on a un petit problème, petite maladie, même dans la recherche d'avoir un enfant, la médecine traditionnelle aussi joue sa partition. Docteur Amadoto, quelle est votre réaction? Vous l'avez entendu parler. Il a dit beaucoup de choses. Sur quoi vous voulez intervenir exactement? Sur quel aspect de son intervention vous voulez bien intervenir? Alors moi, je dirais d'abord, première observation, eh bien, la médecine traditionnelle ou la médecine par les plantes, elle existe. Et elle a toujours existé et dans toutes les sociétés, y compris les sociétés occidentales. Ouais. Et aujourd'hui, même en Europe, on fait recours de plus en plus à la phytothérapie, c'est-à-dire la science de soigner par les plantes. Mais ce qu'il faut savoir,
c'est que tout cela doit être codifié, doit être encadré, et on doit savoir ce que l'on fait, ce que ça donne comme résultat, et ce que ça donne également comme inconvénient. Et c'est absolument important. Ce qui fait peut-être la force de la médecine conventionnelle, c'est justement le fait que cette médecine est capable d'abord, de connaître les organes qui sont en cause, 2, d'apporter des diagnostics, et 3, d'apporter des traitements qui peuvent être codifiés, qui peuvent être vérifiés et dont les résultats également peuvent être prouvés. Et c'est cela qui s'appelle la science. Donc, une médecine traditionnelle qui rentre dans cette démarche est une médecine traditionnelle à saluer. Mais une médecine traditionnelle qui fait du charlatanisme est une médecine à combattre. Et lui-même l'a dit, et je crois que c'est absolument important. Parce que le drame de toutes ces femmes qui ont été trompées, qui ont été, je dirais, abusées par des soi-disant guérisseurs peu scrupuleux, c'est nombreux. Les femmes qui ont été abusées, à qui on a donné des potions à mettre dans le vagin pour faire tomber un fibrome et qui se sont retrouvées avec un vagin complètement accolé, incapable après d'avoir des rapports sexuels, c'est légion. Des femmes qui souffrent de véritables maladies organiques, qui ont bu des tisanes et qui n'ont fait que compliquer leur situation, c'est légion. Et donc, il faut véritablement faire la part des choses et savoir ce que nous entendons par la médecine traditionnelle et savoir aussi comment il faut l'encadrer et comment on peut évaluer les résultats qu'elle apporte. Merci beaucoup, Dr Ramadoto. Je suis vraiment satisfaite de votre développement et de la manière dont vous avez fait vos observations. En tout cas, moi particulièrement, je suis vraiment très contente, très contente et rassurée. Alors, dites-nous, Dr Ramadoto, selon vous, après combien d'échecs thérapeutiques, c'est vrai que vous parlez de solutions qui existent aujourd'hui, mais c'est seulement les moyens financiers qui manquent pour s'aventurer vers ces solutions-là ou bien vers ces pistes-là, je suis d'accord. Mais malgré tout ça, même avec des moyens financiers, des couples restent sans enfants. Alors, les échecs thérapeutiques, il y en a toujours eu. Et donc, ne nous dites pas ce soir que la science, elle fait tout et elle peut tout dans la résolution des problèmes liés à l'infertilité ou bien à la stérilité. Vous serez d'accord avec moi, Dr Ramadoto. Alors, après combien d'échecs thérapeutiques, voilà maintenant ma question, peut-on se résigner, un couple peut se résigner à l'idée de réaliser son projet parental? Alors, la médecine ne fait pas tout. Parce que voilà. C'est comme ça. Et tout ce que j'apporte comme information, je donne des statistiques. J'ai dit tout à l'heure qu'avec l'aide médicale à la procréation, eh bien, lorsque un couple cumule, par exemple, 4 tentatives de fécondation in vitro, eh bien, 4 tentatives, le résultat, le taux de réussite d'obtenir, ou le taux de grossesse au bout de 4 tentatives cumulées est de 60% environ. C'est dire qu'il y a l'élément persévérance aussi dans l'infertilité. Il faut de la patience. Il y a l'élément persévérance et la patience certainement. Pourquoi cet élément est important? Cet élément est important parce que lorsque vous prenez 10 couples qui ont un désir d'enfant, au bout d'une année, eh bien, c'est peut-être 50%, c'est-à-dire 5 couples sur les 10 qui vont obtenir une grossesse. Au bout de 5 ans, eh bien, on va passer à 80%. Au bout de 5 ans. Et sans traitement. Donc, l'élément persévérance
Et l'élément patience est important. Que ce soit dans le désir d'enfant lui-même, que ce soit dans le parcours thérapeutique aussi. Alors, les solutions, elles existent. Et vous avez parlé tout à l'heure de projet parental. Eh bien, le projet parental, qu'est-ce que c'est? Ou la parentalité, qu'est-ce que c'est? Est-ce que la parentalité, c'est le fait d'avoir un enfant de ses entrailles? Ou la parentalité, c'est le fait d'élever un enfant? La question reste posée et elle est philosophique. Mais c'est pour dire que l'adoption aussi fait partie des solutions à un couple infertile. Mais nous, les parents, ou bien la plupart des parents, souhaiteraient être des parents biologiques. C'est vrai que c'est quand toutes les solutions sont épuisées qu'on peut peut-être se tourner vers l'adoption. Ça existe aussi. Alors, il faut pas forcément d'une maman d'être appelée. Il ne faut pas forcément attendre que toutes les solutions soient épuisées avant d'aller vers l'adoption. Parce que je connais beaucoup de couples et j'en ai accompagné qui sont passés par l'adoption avant d'avoir leur propre enfant. Donc, ce n'est pas le dernier, ce n'est pas forcément le dernier recours, mais ça fait partie de l'arsenal thérapeutique. Et c'est important. Et il faut, à mon avis, à un certain moment donné, arriver à dissocier l'ego que peut constituer le fait d'avoir son enfant à soi. Son propre enfant, de ses propres entrailles. Il faut parfois le dissocier du désir d'enfant et du désir de parentalité. Oui, je suis d'accord. Docteur Abadoto, dans la recherche d'une grossesse, est-ce que l'alimentation peut-elle jouer un rôle? Si oui, quels sont ces aliments qui favoriseraient la fertilité aussi bien chez l'homme que chez la femme? Nous allons écouter M. Mathieu Tobossi, il est infirmier d'État, consultant en naturothérapie. Il nous propose quelques recettes naturelles avec des ingrédients bien connus. Nous allons l'écouter tout de suite dans ce dernier sujet. Lorsque vous voulez avoir une fertilité au point, vous devez épicer vos repas. Là, c'est une obligation. Vous n'avez pas le choix. Même si vous êtes ulcéreux, vous avez l'obligation d'épicer vos repas. Et ces épices, vous allez avoir du curcuma qui marche très bien. Mais là, il faut l'associer à d'autres ingrédients pour pouvoir avoir l'effet. Donc du curcuma, du gingembre et du clou de girofle. Les trois ensemble, pour la fertilité, ça marche. Donc de la poudre de curcuma, de la poudre de gingembre et de la poudre de clou de girofle, qu'on appelle plein goutta. Lorsqu'on mélange ces trois-là dans des proportions requises et qu'on les prend régulièrement, une cuillère à café matin dans au plus un verre qu'on vide d'eau tiède, ça marche. Une cuillère à café le matin, pareil également le soir, ça marche très bien. Il faut aussi utiliser la farine de baobab à langba pour en faire de la bouillie, ou bien que vous pouvez aussi saupoudrer d'autres bouillies avec. Ça marche aussi très bien. Nous avons également le germe de blé. Voilà, le germe de blé. Lorsque vous prenez le germe de blé et que vous sentez ça, son parfum est presque le même que celui du sperme. Le germe de blé, c'est un très grand ami du sperme. Donc on peut faire de la poudre de germe de blé et utiliser pour la sauce, tout comme on peut utiliser les paillettes dans du miel ou bien dans de la bouillie qu'on va prendre régulièrement. Donc il y a du germe de blé qu'il faut aussi consommer. Il y a un champignon qu'on appelle le cordyceps. Le cordyceps, ça marche aussi très bien pour corriger l'infertilité. Alors qu'on n'a pas trop l'habitude de consommer des champignons chez nous ici. Mais actuellement, la tendance est en train d'aller vers la consommation de champignons au détriment, en lieu et place de la viande. Donc, moi, je déconseille particulièrement
la consommation, surtout excessive de viande et des viandes transformées, lorsqu'on a des désirs de paternité ou bien de maternité. Il faut consommer du sushi et fio régulièrement, sans consommer. Lorsque vous avez un souci de fertilité, il faut consommer au moins une poignée de sushi par jour, ça va vous aider. De la banane plantain. Banane plantain, mais pas directement. Il faut rendre ça en poudre. Donc, banane plantain en poudre, sushi aussi en poudre, avec du maïs et du sucre. On en fait une poudre avec laquelle on fait de la bouillie et qui renforce la fertilité tant chez l'homme, aussi chez la femme. Donc, lorsque vous prenez 1 kg de grains de maïs, vous prenez demi-kilo de banane plantain que vous avez coupé, séché auparavant, donc rendu en poudre. Vous prenez également un peu de sucre. Le sushi également, ce sera aussi rendu en poudre. Vous faites le mélange que vous gardez là, dans un bocal hermétique, non transparent. Parce que les rayons solaires ou bien de la lumière, les rayons ultraviolets détruisent les principes actifs qui sont dedans. Donc c'est à conserver à l'abri de la lumière. Vous faites de la bouillie, avec ça régulièrement, ça va booster la fertilité tant chez l'homme, également chez la femme. Il faut miser sur les huiles locales, surtout les huiles végétales. Il faut beaucoup éviter les huiles industrielles ou bien chimiques. Il y a des huiles chimiques, je sais de quoi je parle. Vous préférez les huiles locales. Huile de coulis-coulis, c'est une huile locale dont vous connaissez le composant qui est l'arachide. Huile de sésame, huile de soja, huile de noix de coco. Ce sont ces huiles-là qu'il faut beaucoup plus préférer en lieu et place des huiles qu'on vous amène dont vous ne connaissez même pas la composition. Là, vous venez là d'écouter M. Mathieu Tobossi. Il est infirmier diplômé d'État et consultant en naturothérapie. Docteur Amadoto, ce n'est pas pour vous flatter ce soir, mais j'aime bien vos observations suite aux éléments qu'on a préparés dans le cadre de cette émission. Alors, que pensez-vous de tous ces conseils diététiques que nous donne le naturothérapeute? L'alimentation joue un rôle important pour notre organisme, et une alimentation saine et équilibrée apporte beaucoup de bienfaits à notre corps. Et donc, une bonne diététique fait partie des solutions, non pas seulement de la fertilité, mais d'autres problèmes de santé également. C'est important d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Et à tout ce qui a été dit, je ne suis pas naturopathe, ce que je peux essentiellement dire, c'est qu'une alimentation équilibrée, c'est une alimentation qui comporte les 3 groupes d'aliments que nous avons, les protéines, les glucides, les lipides. Il faut bien manger et éviter tout ce qui est gras, tout ce qui est industriel, etc. Et il faut surtout manger beaucoup de légumes et beaucoup de fruits, parce que c'est dans les légumes et dans les fruits que se trouvent des oligo-éléments qui vont donc participer à notre homéostasie, au bon fonctionnement de notre organisme. Donc, important de manger légumes et fruits, parce que c'est là où se trouvent les oligo-éléments. Et éviter le stress. Éviter le stress, et dans la diététique aussi, il faut éviter tout ce qui est toxique pour l'organisme. Et les substances toxiques pour l'organisme, c'est le tabac, c'est l'alcool, il faut les éviter également. Et c'est absolument important pour les couples qui sont en désir de grossesse que ces polluants puissent être évités. Le tabagisme féminin prend de l'ampleur, et donc il faut savoir aussi pour les femmes qui nous écoutent que, eh bien, lorsque vous avez un désir d'enfant, il faut absolument arrêter de fumer. Très bien, merci beaucoup, docteur. Nous ouvrons à présent la page Covid de cette émission.
mesures que le gouvernement avait prises dès le début de l'avènement de la pandémie dans notre pays, c'est de limiter le regroupement des personnes à 15 au plus. À 15 au plus. Alors si on le dit dans ce sens, nous comprenons tous que certaines situations qui demandaient à ce que les gens se regroupent en grand nombre, ces situations-là, les gens ne devaient plus se regrouper. Bon, vous avez donné quelques exemples. Il y a par exemple, les funérailles sont très importantes dans nos milieux. Et donc, comme vous l'avez dit, on a constaté que malgré cette consigne-là, les gens se retrouvent encore en grand nombre dans les funérailles. Et également dans les mariages, également dans certaines fêtes, quand il y a eu la fête de la Tabaski, malgré les consignes qui ont été données, les gens sont passés outre et se sont également retrouvés en grand nombre. Moi, je pense que au jour d'aujourd'hui, la population a été suffisamment sensibilisée et donc suffisamment informée de cette situation-là. Et je pense que si certaines personnes ne veulent pas respecter ces consignes-là qui sont données pour éviter la propagation du Covid-19 dans la population, moi je pense qu'il faudra mettre grandement en contribution la police de proximité par exemple, ou également les collectivités locales à travers les élus locaux, les mairies actuellement. Je crois qu'ils doivent être mis beaucoup à contribution pour pouvoir détecter ces cas-là dans la population et prendre les mesures nécessaires. La consigne qui dit que les gens ne doivent pas se regrouper dans plus de 15, cette consigne-là est également valable dans cette situation. Dans un bar, vous voyez, c'est plein de monde qui se retrouve ensemble. Et c'est plus de 15 personnes. Donc, normalement, des consignes sont données également au niveau des bars. Bon, on n'a pas dit de façon formelle que les bars ferment, mais quand les bars ouvrent, il faut disposer, par exemple, les tables que les clients utilisent, les disposer d'une certaine manière qu'on puisse respecter la distanciation sociale entre les clients. Les tables doivent être vraiment loin les unes des autres. Et au niveau des tables aussi, les chaises qui sont disposées doivent être également, il doit avoir également l'écart de distanciation sociale pour que les gens ne soient pas proches les uns des autres. Donc je crois que c'est des éléments très importants qu'il faut respecter. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut mettre des gens qui doivent circuler régulièrement dans ces bars ou bien dans ces milieux-là pour voir si ces mesures-là sont respectées. Et s'il y a des contrevenants, il faut que ces contrevenants soient sanctionnés. Une personne qui a été atteinte du coronavirus et qui a été, moi je dirais, qui a été victime de toutes les contraintes qu'il y a dans la prise en charge d'un tel cas. Alors qu'est-ce que j'appelle contrainte? Cette personne-là a été isolée pendant un certain temps. Sur le plan psychologique, ce que ça a entraîné comme poids sur le plan psychologique. Alors une personne qui a traversé tout ça et qui heureusement en est sortie, je pense que cette personne doit avoir les meilleures attitudes pour ne plus retomber dans cette situation. Les meilleures attitudes, c'est quoi? C'est le respect des mesures barrières. Hein? C'est le respect des mesures barrières. Parce que, ayant subi tout ça là, la personne ne peut plus souhaiter ça pour elle-même et ne peut pas souhaiter ça pour ses proches aussi. Donc, je crois
quelqu'un qui sort de ça doit avoir les meilleures attitudes. Et cette personne-là peut aussi aider à la sensibilisation de tous les autres par son témoignage. Jusqu'à preuve du contraire, seules les mesures barrières nous permettent aujourd'hui d'éviter d'être contaminés par le Covid-19. Il suffit qu'on relâche un peu et très rapidement, un nouveau foyer de contamination peut s'allumer. Donc, il va falloir que nous ne relâchions pas et que nous soyons vigilants à tout moment pour ne pas être contaminés par le Covid-19. Voilà, merci beaucoup au docteur Didier Yao Débé. Comment évolue la maladie chez nous? Voici les chiffres actualisés et publiés hier par le ministère de la Santé. Nous avons au total pour les cas confirmés 1400 avec 4 nouveaux cas depuis hier, depuis dimanche à hier lundi. Le nombre de personnes guéries est de 1005 avec 9 nouveaux guéris. Et le nombre de cas actifs est de 365. Et malheureusement, nous avons enregistré un nouveau décès, ce qui porte à 28 le nombre de décès. Voilà, docteur Amadoto, vous êtes spécialiste de la santé et vous êtes certainement au parfum de l'évolution de la maladie au nouveau coronavirus dans notre pays en termes de chiffres, de l'augmentation des chiffres. Une réaction, un message ce soir, ce sera lequel? Alors, le premier message, c'est que c'est une maladie qui est difficile et éprouvante pour nous, pour la simple raison qu'elle touche quand même un élément important qui fait l'humanité, c'est la socialisation. Et cette maladie nous empêche de socialiser. Et c'est en cela que c'est difficile. Et éprouvant. Mais face à cette menace, eh bien, il faut qu'on persévère dans le respect des mesures sanitaires qui sont dictées. Ce n'est pas facile de vivre avec un masque sur le visage toute la journée, mais c'est le prix à payer pour que nous soyons en bonne santé. Il faut qu'on persévère. Voilà donc le premier message que je voudrais avoir à l'endroit de nos populations. Le deuxième message, eh bien, il faudrait que nous soyons tous responsables. Les premiers symptômes ou les symptômes principaux de cette infection sont écrits partout au jour d'aujourd'hui. Il faut que chacun soit responsable. Et lorsque vous vous trouvez en présence de ces symptômes, il faut s'isoler et il faut appeler pour avoir la prise en charge adéquate. Il n'est pas bon d'être dans le déni de la maladie. Il faut être responsable et assumer lorsque on est en présence des symptômes de la maladie et appeler à la prise en charge. Merci beaucoup, docteur Amadoto. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Par rapport au thème de ce soir, la stérilité, cause et traitement, dites-nous, docteur Amadoto, la stérilité est-elle un obstacle au bonheur d'un couple? Quelle est votre conclusion par rapport au thème de ce soir? Alors, je dirais que dans un couple, il est fondamental de faire la différence entre la vie du couple et le fait d'avoir des enfants. Il faut faire la différence. On peut vivre tout à fait heureux sans enfants, comme on peut vivre très malheureux avec beaucoup d'enfants, comme on peut vivre très heureux sans enfants. Voilà. Donc, le bonheur dépasse la question du désir d'enfant dans un couple. Il faut arriver à trouver le juste milieu. C'est vrai que
lorsque c'est légitime pour un couple d'avoir un désir d'enfant. Et nous savons dans nos sociétés ce que représente, et dans toutes les sociétés d'ailleurs, ce que représente un enfant. Le drame que cela constitue de ne pas en avoir et toute la stigmatisation parfois dont un couple peut être victime parce que n'ayant pas d'enfant peut faire basculer un couple, mais je crois que un couple, le vrai, il tient au-delà de ces difficultés. Merci beaucoup pour cette conclusion. Mesdames et messieurs, voilà, c'est la fin de ce numéro de Santé d'abord. Merci beaucoup pour votre fidélité qui sans cesse nous honore. Nous espérons vous avoir éclairé un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu sur le thème de ce soir. Nous disons merci à notre invité pour les réponses données à nos questions et surtout à sa disponibilité. Merci, Dr Amadoto, d'être passé sur le plateau de Santé d'abord. Merci beaucoup pour l'invitation et j'espère qu'on a éclairé la lanterne de nos téléspectateurs. Et on espère vous revoir très très bientôt. À très bientôt. Vous nous promettez. Très bientôt. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de la réalisation et de l'équipe de Santé d'abord. Je vous retrouve le mardi prochain, mais d'ici là, retrouvez-moi dans l'émission En Minant, le samedi à partir de 21h. Mais la rediffusion de cette émission, ce sera pour jeudi à partir de 14h25. On se dit au revoir et excellente suite de programme sur la première. À bientôt. Flash.